Euh, donc, euh, je vais faire un peu le même geste qu'a fait Benoît et essayer de repartir de ce qu'étaient au départ mes travaux, de comment on a rencontré des problématiques, comment on a croisé effectivement, tu citais Anne Caron d'Église, on pourrait citer les fédérations impliquées dans les tutelles, on pourrait citer beaucoup d'acteurs. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a jugé important là, de se donner à la fois du temps, de l'espace, de céder d'autres compétences. Et on remercie aussi les mousquetaires qui nous accompagnent comme co-animateurs et qui vont nous aider à réfléchir, et vous-même là qui êtes présents à la fois dans la salle et à distance, pour essayer de brosser le portrait. Moi, ce que je retiens de la fin de l'intervention de Benoît, quand même, cette idée que il y a une visée un peu théorique quand même dans notre travail, évidemment, de compréhension. On va mobiliser les ressources du droit, de la philo, des sciences sociales. On va essayer d'avoir une perspective aussi un peu historique et anthropologique. Donc, il y a une visée de compréhension, évidemment, mais il y a aussi une visée claire d'engagement, d'action auprès des personnes en situation de handicap, auprès des personnes malades, auprès des sujets de droit, et tu le rappelais, tous capables et tous vulnérables, ou tous vulnérables et tous capables, peut-être que dans cet ordre-là, c'est encore mieux, que nous sommes à certains moments et plus ou moins selon les moments. Bon. Le point par lequel je suis pour ma part entré dans ces questions, c'est la question des personnes âgées, et notamment des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, et notamment de la maladie d'Alzheimer. Et qu'on appelait à l'époque encore souvent personnes atteintes de démence. Et la question, moi, qui m'intéressait beaucoup, c'est la question de leur capacité à consentir ou de leur capacité à décider, ou de la façon dont elles étaient invitées ou non à participer aux décisions, et dont elles pouvaient être disqualifiées dans leurs paroles, dans leurs choix, dans tout ce qu'elles pouvaient exprimer, sous prétexte qu'elles étaient très âgées, sous prétexte qu'elles avaient une maladie identifiée ou pas, ou des troubles, ou un diagnostic. Et donc, loin d'une présomption de compétence, comme le reconnaît le droit, on avait plutôt là, au point de départ dans les pratiques, souvent ce qu'on a appelé avec Catherine Olivet notamment, une présomption d'incompétence et une disqualification des personnes en raison de leur âge, de leur diagnostic, de leur apparence, de la façon dont ils exprimaient un certain nombre de choses. Cette question-là, je l'ai rencontré d'abord dans le champ de la santé, notamment du consentement aux soins ou du consentement à la recherche. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les capacités de discernement qui sont nécessaires pour donner un authentique consentement dit éclairé? Donc, c'était les conditions d'un consentement éclairé. Et c'est là que, effectivement, j'ai rencontré les travaux de Paul Applebaum, qui, en gros, essaye, sur la base de travaux juridiques notamment, qui s'est demandé comment ceux qui avaient à prendre des décisions, de juger une personne capable ou non de prendre la décision qui face à elle, raisonnaient. Il a essayé de produire des critères, des outils. C'est un travail de 20 ans. C'est pour ça qu'en revoyant ce qui est dit dans l'observation sur l'article 12, où ils disent que la capacité mentale n'est pas un phénomène objectif naturel, sous-entendu c'est un construit. Évidemment, chez Paul Applebaum, c'est un construit, il le dit lui-même, c'est un construit médico-juridique, si on essaye de trouver des critères de cette capacité à consentir. Donc, capacité à consentir aux soins, capacité à prendre des décisions dans le champ de la recherche, capacité à désigner une personne de confiance ou à rédiger des directives anticipées. On pourrait dire aujourd'hui, ce n'était pas d'actualité à l'époque, mais à désigner, à faire un mandat de protection future. Et après, ce n'est pas une question évidemment qui se pose que dans le champ de la santé, elle se pose aussi dans le champ financier, dans le champ des affaires. C'est là que j'ai été amené à travailler avec les notaires et le Conseil supérieur du notariat. Quand une personne âgée se rend chez son notaire et avec quelqu'un d'assez pressant et insistant qui l'accompagne, qu'elle veut faire un testament, une donation, changer la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, le notaire se demande souvent si la disposition est véritablement libre et éclairée, comme on dirait dans le droit de la santé. Et donc, il s'interroge à la fois sur la dimension éclairée du consentement et sur le discernement de la personne, et sur la liberté du consentement, sur la liberté de l'acte. Ils essayent d'exclure ce que les anglo-saxons appellent une influence abusive. Donc, ils s'intéressent à la fois au caractère éclairé
et libre de la disposition. Et c'est quelque chose qu'on leur demande de faire, qu'ils doivent faire, et s'assurer de la capacité des parties avant la réalisation d'un acte. Et puis évidemment, c'est des questions qui se posent dans la vie quotidienne pour choisir son lieu de vie, penser aux personnes âgées qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne et qui ne veulent pas aller en maison de retraite. Qu'est-ce qui permet de dire qu'elle n'est plus lucide sur les difficultés qu'elle rencontre? Et puis ça se pose pour des questions encore plus prosaïques, comme la conduite automobile, où ça se pose de manière différente, mais est-ce que vous vous assurez qu'elle ne puisse plus conduire en débranchant un câble dans la voiture, en vendant la voiture, ou en lui enlevant son permis, ou formellement ou juste physiquement? Et puis gérer son argent, et puis comme dit l'article 415 du Code civil, la capacité de pourvoir à ses intérêts. Donc ce qu'on entend en fait par capacité, à tout un tas de lieux où ça se manifeste et où ça se questionne, et où évidemment il y a un certain nombre de sens de capacité sur lequel je reviendrai dans un instant. Alors, comme philosophe, moi, ça m'a ouvert 4 questions immédiatement. La première, elle est fondamentale un peu, hein, c'est le rapport entre l'autonomie et la vulnérabilité. Il y a derrière toute la question de qu'est-ce que c'est qu'un sujet, et ça renvoie évidemment à cette conception moderne du sujet à laquelle Benoît fait allusion et à laquelle que je sais que Clotilde va redévelopper, mais en gros, de Descartes à Kant, cette fiction, ce sujet constitutif de la modernité, quasiment synonyme de la modernité, avec cette émergence d'un sujet qui autoconnaissant, autonormatif, qui soit sujet-substance ou sujet transcendantal. On part quand même de cette figure, et c'est dans notre histoire juridique mais aussi philosophique. Marlène Jouan et Sandra Logier citent un passage d'Iris Murdoch dans La souveraineté du bien en 1970 que je voulais vous rappeler. Elle le dit en 70, mais je pense qu'en 2020, on peut dire la même chose, plus ou moins, peut-être plus, et ça, ce serait intéressant de se le demander. Iris Murdoch dit la chose suivante: nous en sommes encore à l'âge de l'homme kantien ou de l'homme-dieu kantien, aujourd'hui délogé du mince réduit métaphysique que Kant était encore disposé à lui octroyer. Cet homme est toujours des nôtres, libre, indépendant, solitaire, doté de volonté forte, rationnel, responsable, courageux. Il est le héros d'innombrables romans et traités de philosophie morale. Il est aussi le citoyen idéal de l'État libéral, veilleur dressé contre toutes les tyrannies. Donc on voit dans tous les champs qu'elle décrit de manière imagée, tous les champs où cette figure du sujet capable, qui est quasiment synonyme de notre modernité, est présente. Ça, c'est une première piste un peu philosophique. D'un point de vue très prosaïque et très ancré dans la réalité, quand même, tous ces questionnements sur la capacité, ils renvoient quand même fondamentalement aussi à une pensée du mal, je trouve, parce que quand on est dans l'optique capacité, on est dans une visée du bien, mais on est quand même confronté à des formes du mal ou à des formes de pratiques contestables, injustes ou attentatoires aux libertés. Quand on présume l'incompétence, quand on décide à la place d'autrui, mais aussi quand on enferme, il y a des restrictions ou des privations abusives de liberté, parfois quand on signe un certificat de non-retour à domicile dans le cadre d'une mesure de tutelle de manière extrêmement rapide. Autrement dit, cette notion de capacité, elle est à la fois, certes, sur la question de la liberté de choix, et c'est ce que les anglo-saxons appellent mental capacity, mais c'est aussi la liberté de mouvement, la liberté de choisir ses relations, des libertés très, très fondamentales. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on occulte cette dimension du mal sous-jacente à nos réflexions. Troisième petite porte que j'ouvre pas, mais qui évidemment est importante, c'est que quand une personne, notamment avec des troubles cognitifs, est plus en capacité de donner un consentement authentiquement libre et éclairé, il y a des formes différentes, des manières différentes de recueillir sa parole. On pense en particulier à la notion d'assentiment, à laquelle on est très attaché à l'espace éthique, et à des formes différentes de recueil de la volonté ou des préférences. Et une autre porte que je n'ouvre pas non plus, mais que j'indique, c'est les travaux des Anglais, et notamment en Angleterre et au Pays de Galles, avec ce texte de loi que, pour ma part, pour lequel j'ai
une admiration sans borne qui s'appelle le Mental Capacity Act, qui a été entré en vigueur en Angleterre, au Pays de Galles en 2005. Enfin, je crois qu'il est entré en vigueur un peu plus tard, enfin, qui est paru en 2005, qui a fait l'objet d'une réévaluation assez critique des Anglais, mais moi je trouve quand même que en quelques lignes, en quelques pages, il pose l'essentiel, c'est-à-dire comment on peut apprécier cette capacité, comment on peut la soutenir, qu'est-ce qu'on fait si bien qu'on la soutienne, la personne ne peut pas décider par elle-même. Je trouve que c'est aussi une référence très importante. Alors, comme j'ai quasiment mangé la moitié de mon temps sur mon introduction, je vais aller plus vite sur l'essentiel. Quand on parle de capacité, on l'a choisi dans notre séminaire en mettant capacité avec un S entre parenthèses à la fin, capacité et vulnérabilité du sujet de droit. Moi, je n'arrive plus à réfléchir à ces questions sans ajouter des adjectifs, que ce soit à autonomie ou à capacité. Et moi, j'en distinguerai au moins 3. C'est peut-être que ça vous éclairera ou pas, vous prendrez ou pas, mais moi, j'ai besoin de ça pour réfléchir concrètement à ces questions. La première capacité, c'est une capacité d'autonomie fonctionnelle. Typiquement, je sais conduire, je sais gérer mon argent, je sais prendre des décisions. D'avoir des accidents, il m'arrive de mal conduire, de mal gérer mon argent, de ne pas vérifier mes comptes, de faire des erreurs de gestion, mais ça c'est ma capacité, c'est une capacité fonctionnelle. Ensuite, j'ai une capacité morale, une capacité d'autonomie morale qui n'est pas nécessairement annihilée quand ma capacité à prendre des décisions est fragilisée. Quand ma capacité fonctionnelle à prendre des décisions est fragilisée, ma capacité d'autonomie morale, c'est ma capacité à poser les valeurs, les principes qui devraient orienter ma vie, gouverner ma vie, être le plus présent possible dans ma vie pour qu'elle me ressemble. Donc c'est lié à mon identité pratique, à ma conception du bien, à ma conception de moi-même, ma conception du monde. Et on voit des philosophes notamment ont donné des exemples de situations, notamment dans les troubles cognitifs évolutifs, où on voit qu'une personne ne peut avoir des difficultés pour prendre des décisions dans sa vie quotidienne, mais rester capable de donner des bases de ce qui lui importe, de ce qu'elle souhaiterait être pris en compte dans des décisions qui sont possiblement prises par d'autres. Donc, pour moi, la capacité d'autonomie morale, elle est distincte de la capacité d'autonomie fonctionnelle. Et dans autonomie fonctionnelle, je mets les décisions. Fonctionnelle, ce n'est pas simplement le corps, les fonctions physiques, etc. C'est l'ensemble des fonctions vitales. Troisième sens, c'est la capacité d'autonomie civile, que moi je définis plutôt comme un pouvoir d'agir. Alors c'est assez proche de ce qu'on appelle la capacité juridique ou la personnalité juridique. C'est la capacité d'être titulaire de droits, de les exercer, de recevoir un héritage, de pouvoir faire des contrats, de pouvoir travailler, etc. Mais c'est une capacité d'agir qui, à mon avis, est à un plan encore différent. Pourquoi est-ce que ce séminaire est important? Une fois qu'on a posé ces éléments, je crois d'abord parce qu'on a appris ces 10-15 dernières années un certain nombre de choses. En particulier qu'il n'y a pas de dichotomie entre la capacité et l'incapacité, que très souvent on est dans des situations de zone grise avec on est plus ou moins capable dans certains domaines, plus ou moins de difficultés ailleurs. Donc cette vision dichotomique des capables et des incapables, souvenez-vous quand même que c'est comme ça qu'on appelait les personnes en protection il y a encore peu de temps, les incapables. Donc il y a cette idée d'une dichotomie, elle est, je pense, quasiment abandonnée par tout le monde. L'idée qu'il y aurait d'un côté des capables, de l'autre des vulnérables, des dépendants, des incapables. Deuxièmement, ça a été pointé aussi, c'est que la capacité ou l'autonomie, quelle qu'elle soit, fonctionnelle, civile ou morale, s'exerce de manière solipsiste. Ça, je crois aussi que presque tout le monde maintenant reconnaît, admet de façon plus ou moins différente que l'autonomie, ses capacités ne s'exercent pas, ni ne s'acquièrent tout seul, ni ne s'exercent tout seul, elles s'exercent avec d'autres, avec l'aide des autres, avec le soutien des autres. Et donc, c'est peut-être une différence par rapport à la conception moderne, classique du sujet conçu de manière très individuelle. Mais ça, on le voit à la fois dans l'article 12. Mais souvenez-vous que si vous pensez en termes d'autonomie fonctionnelle, toutes les pensées du handicap
moderne, elle résonne de manière collective. Tout l'apport de la CIF, c'est de ne plus, la classification internationale du fonctionnement, c'est de ne plus référer le handicap à des caractéristiques individuelles de la personne, où elle aurait une déficience ou un problème de santé qui entraînerait des incapacités. Souvenez-vous de ce modèle social du handicap. Le problème, ce ne sont pas les gens, c'est l'absence de qualité, prend en compte le contexte et le soutien ou non d'un environnement qui peut être capacitant ou incapacitant. Donc on n'a plus cette vision dans ce domaine-là déjà d'une capacité qui serait le propre d'un individu et dont il serait le seul responsable. Et pour autant, je pense qu'il faut être vigilant à ne pas croire, en tout cas je ne le pense pas, que la réponse à toutes les questions théoriques et pratiques qu'on se pose, elle soit dans ce qu'on appelle, mais ça c'est une position personnelle, dans ce qu'on appelle une conception relationnelle de l'autonomie. Je pense que cette chose-là qui est actuellement très à la mode, comme l'éthique du care a été très à la mode et à juste titre il y a quelques temps, ces conceptions dites relationnelles de l'autonomie, à mon avis, elles ne vont pas assez loin. En particulier, mais je vais le dire très vite et on aura peut-être des occasions d'y revenir, parce que si on y réfléchit vraiment, derrière ce que veut la capacité juridique ou la capacité civile, c'est l'accès à un monde qui est un monde politique. Là, il faut penser un peu en se souvenant des apports d'Hannah Arendt. La politique égale la liberté, égale la sortie du domicile, égale pas simplement des relations sociales, mais des relations politiques, des relations où on devient un sujet de droit, où on exerce des libertés, où on participe à un projet commun. Et je trouve que parler d'autonomie relationnelle, c'est trop maintenir l'autonomie morale dans sa sphère individuelle de construction de l'individu avec les autres. Il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux que ça, beaucoup plus ambitieux qu'une autonomie relationnelle. Ce qu'on veut pour nous et pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes toutes vulnérables ou capables que nous sommes, c'est une autonomie globale et une autonomie aussi politique, une autonomie civile. Et donc là, il faudrait peut-être changer d'ailleurs de pouvoir, de terme, de sémantique. Ce qu'on veut, c'est certes des capacités, mais c'est des pouvoirs d'agir. Ce qu'on veut donner, c'est des pouvoirs d'agir. Donc, on a intérêt probablement à ne pas dissocier ces trois champs, fonctionnel, moral, civil ou politique, et surtout à ne pas se contenter de réponses qui réintroduiraient du social pour contrebalancer un peu les conceptions très individualistes qui ont existé, mais réintroduire du social où il n'y aurait pas cette dimension aussi politique des choix. Bon. Mon dernier point, c'est un peu sur notre situation maintenant, ma lecture de notre situation maintenant. Benoît le rappelle souvent, il y a eu un cycle législatif en France avec une série de lois au début des années 2000 pour donner des droits, des libertés, des capacités aux personnes malades, accompagnées ou ayant des difficultés à pourvoir seuls à leurs intérêts. Pensez à la loi du 2 janvier 2002 dans le médico-social, la loi du 4 mars 2002 dans le champ sanitaire, les deux lois en 2005, fin de vie et handicap, et la loi de 2007 sur les tutelles, auxquelles il faudrait ajouter probablement les développements dans la psychiatrie. Mais on voit qu'il y a eu un cycle juridique au début des années 2000 pour conférer des droits, reconnaître des droits aux personnes recevant de l'aide, des soins, un accompagnement, etc. etc. Bon. Je pense que 20 ans après, le temps est venu, mais je ne suis pas le seul à le penser, que d'approfondir ces outils juridiques qui ont été critiqués parce qu'on a dit que l'autonomie qui était préconisée, elle était souvent fictionnelle, mythique, et que la figure, par exemple, du consentement dans les soins avec des personnes qui souffrent, elle était tout à fait illusoire, beaucoup trop juridique, beaucoup trop formelle. Je ne pense pas ça du tout. Il faut qu'on approfondisse ces avancées. Il ne faut pas qu'on revienne en arrière sur des acquis. Il faut les approfondir. Et d'ailleurs, cette idée qu'il y a eu une fiction
du sujet autonome ou capable, elle est dénoncée, elle est absolument reconnue par tous, et elle est dénoncée et reconnue dans tous les domaines, que ce soit quand on parle d'autonomie fonctionnelle, morale ou civile, on a tout à fait la même logique. Donc, je voudrais finir par revenir très rapidement à l'article 415 du Code civil, et parce qu'il me semble qu'en le relisant je le relis régulièrement, mais en le relisant en préparant ce séminaire, m'est apparu encore quelque chose que je n'avais pas tout à fait vu. Mais mon point est comment on pose le problème. Pourquoi, par exemple, puisque tu as fait allusion, Benoît, à l'article 12 de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, sur cette idée de capacité juridique, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont en tutelle dans un pays, et puis comment on caractérise, comment on nomme ce problème. Dans ta thèse, tu avais très bien montré qu'il y a eu d'abord ce régime de l'interdiction où la finalité ou la fonction sociale de la tutelle, c'était pas de protéger l'individu, mais d'abord de protéger sa famille ou la société contre la dilapidation d'un patrimoine, notamment, ou de permettre que des contrats se fassent avec des gens capables, et le contrat est une valeur juridique, et quand vous contractiez avec quelqu'un qui va pouvoir répondre de ce qu'il a fait. Donc la première fonction, la fonction originelle de la tutelle ou des mécanismes apparentés, il me semble que c'était pas centré sur l'individu, c'était centré sur la société et sur sa famille, et pour les protéger, elle. Quand vous lisez l'article 415, donc qui est l'article dans le Code civil qui ouvre tout le paragraphe sur toute la partie sur la tutelle, l'article est le suivant. Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase suivante. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Donc, vous voyez qu'apparaît un peu pour la première fois la notion d'autonomie ici, mais est centrale la notion d'intérêt de la personne protégée. Bon. Donc, il y a centralement l'intérêt, et dans la mesure du possible, on favorise l'autonomie. Donc là, il y a quand même une gradation. Et je pense que ce schéma-là, cette phrase-là et cette manière de hiérarchiser les deux, elle est tout à fait emblématique des lois, de la série de lois du début des années 2000 dans le médico-social, dans le champ de la santé, dans le champ de la tutelle, dans le champ de la psychiatrie, c'est-à-dire que la préoccupation principale reste l'intérêt de la personne parce qu'on considère qu'elle est fragile, vulnérable, dépendante, qu'elle a besoin d'aide. Bon. Mais on introduit la préoccupation de son autonomie un peu de manière subsidiaire, mais qui vient tempérer une approche jugée trop paternaliste ou trop maternaliste par le passé. Bon. Je pense que ce que nous invite à faire l'article 12, le commentaire, les travaux qu'on a menés ces dernières années, et puis la situation, c'est de plus raisonner là en termes d'intérêt ou d'autonomie, de plus se demander, de tomber indéfiniment dans ces débats, de savoir si respecter les refus de soins de quelqu'un qui ne perçoit pas totalement la gravité de son état, c'est éthique ou pas. Je pense qu'il faut poser la question de la justice, fondamentalement, que ce que nous invite à poser le Comité des droits, c'est fondamentalement la question de la justice, et que quand ils disent qu'il faut reconnaître universellement la personnalité juridique de chacun, y compris des personnes en situation de handicap, c'est une préoccupation de justice que ça nous amène, plus qu'à une préoccupation d'autonomie. Donc je pense qu'il y a une potentialité de la notion et de la catégorie de justice à nous permettre de dépasser ces apories dans lesquelles on s'est un peu ensablé depuis des années 2000, entre ceux qui pensaient qu'il fallait privilégier l'autonomie sur l'intérêt ou l'intérêt sur l'autonomie, et au final, on n'a pas énormément avancé, et là, on a une porte pour sortir un peu par le haut de ce débat. Donc, comment est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut
on peut le faire en ayant peut-être à l'idée que dans cette capacité civile, et ça, moi, je ne l'avais pas perçu du tout au départ, dans cette capacité civile, il y a à la fois des droits civils et politiques, mais il y a aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Et que quand même, dans la position du sujet moderne, du sujet de la modernité, il y a eu quand même une centration sur les droits civils et politiques, vis-à-vis desquels l'État avait surtout un devoir d'abstention, de non-intervention, avec une conception négative de la liberté, une définition de la conception de la liberté essentiellement négative. Et il me semble qu'une capacité civile bien comprise qui intègre nos vulnérabilités, passagères, durables ou fondamentales en tant qu'être vivant et en tant qu'être vivant humain, dans cette capacité civile, il n'y a probablement pas que des droits civils et politiques, mais probablement aussi des droits sociaux, économiques et culturels. Et à partir de ce moment-là, il me semble que quand on pose ça clairement, la revendication qui est celle des personnes en situation de handicap d'appliquer la Convention et que leur personnalité juridique soit reconnue en trouvant des moyens pour qu'en dépit de leurs difficultés, leur droit à choisir soit reconnu en tant que tel, me semble beaucoup plus facile à entendre parce qu'on voit d'abord que ça va demander des moyens. Et là, peut-être qu'il faut introduire en France une réflexion sur ce qu'on, dans les pays anglo-saxons, on appelle les accommodements raisonnables, c'est-à-dire les corrections et les dépenses et les engagements financiers, les investissements qu'on fait pour corriger les inégalités dues à une situation de handicap notamment par des aménagements pour rétablir justement une égalité, une équité ou une justice. Donc, pour finir, voilà, moi je voudrais finir là-dessus et je voudrais aussi renverser la perspective parce que je ne voudrais pas qu'on se pose, qu'on ait le sentiment que dans ce séminaire, on n'a en tête que les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes qui ont... Je pense qu'on parle de tout le monde, on parle d'abord de nous tous, et on parle aussi des soignants. Et je pense, moi, me frappe de plus en plus dans tous les débats qu'on a à l'espace éthique avec des soignants qui se questionnent notamment sur le refus de soins et sur l'autonomie ou la capacité d'autonomie des patients. Ou nous, de plus en plus, Paul Louf, je pense que c'est ton cas aussi, on s'interroge aussi, nous, sur quelle est l'autonomie des soignants. Quelle est l'autonomie au sens quelle est leur capacité, alors on pourrait y reprendre, hein, fonctionnelle, morale, juridique, mais quel est le pouvoir d'agir réel qui est le leur, quelles sont les responsabilités qui sont les leurs, quelle est la marge de manœuvre qui est la leur, quel est le pouvoir d'agir qui est le leur. Et là, on a du coup on sort aussi de cette vision d'une capacité purement individuelle pour la prendre aussi vraiment dans sa logique interindividuelle, relationnelle et politique au sens d'une communauté de vie. Voilà. Donc, j'ai un peu dressé l'historique. Juste, voilà, les grandes idées, c'est utilisons les acquis des 20 dernières années, que ce soit en philosophie morale, en sciences sociales, dans le champ de la revendication des droits, dans le champ des droits des malades, etc. Approfondissons-les en conservant cette notion un peu globale de la capacité qui se joue dans plusieurs champs, cette capacité d'autonomie qui se joue dans plusieurs champs, avec, à mon avis, à l'horizon, la question politique de la justice et de la justice et des pouvoirs. Hein. Posons les problèmes en ces termes que ça soulève.